Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Au sommaire, le ministre de l'Intérieur au chevet des sinistrés de Oudalaye après le drame causé par les fortes pluies d'hier qui ont tué 6 personnes. En attendant l'arrivée d'Abdoulaye Daouda Diallo dans quelques heures pour le soutien du chef de l'État, le conseil départemental de Ranérou envoie des vivres aux victimes. L'hivernage s'annonce à Dakar et dans la banlieue où les inondations ont fait beaucoup de dégâts les années passées. Les populations ont moins peur, c'est du fait des ouvrages réalisés dans des quartiers comme Medina Gounass. Reportage dans ce midi. Menace d'expropriation d'immeubles de la Sonacos par la Bank of Africa. Les responsables de la société mise en cause révèlent que des tractations sont en cours pour que la BOA recouvre ces 2 milliards. Le SAS renonce au boycott de l'examen du bac. Cependant, le syndicat autonome des enseignants du supérieur va en grève demain pour la satisfaction d'autres revendications. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Petite évolution dans le nord du Mali. Kidal a finalement accepté la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination à partir du 20 juillet. Un dispositif qui symbolise la présence de l'État dans le nord et assure la sécurité aux populations. En Côte d'Ivoire, 6 gendarmes ont été arrêtés pour homicide volontaire. Ils avaient tué 6 employés de pompes funèbres pris pour des braqueurs. Nous allons également parler dans ce journal de la situation politique au Bénin et au Gabon. Les titres sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. C'était dans l'air du temps. C'est officiel à présent. Famara Diédhiou rejoint la Championship avec un transfert record de près de 6 milliards de francs CFA. Une occasion pour nous en tout cas de faire le point sur le mercato des Sénégalais. Ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant et cela à 2 mois de l'échéance. En lutte, 3e report du combat Eumeu Bombardier. Le camp de B52 de Bourg se prononce. Vous entendrez le manager de Bombardier dans ce journal. Mbaye Sidi Mbaye signe la chronique du jour. Point de vue sur la série de drames avec une dizaine de morts depuis l'arrivée des pluies dans certaines localités du pays. Quelles mesures les autorités doivent prendre pour faire face au risque de catastrophe durant l'hivernage? Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oudalaye continue de pleurer ses 6 morts et pour consoler les familles des victimes et apporter le soutien du chef de l'État à tous les sinistrés des fortes pluies d'hier, le ministre de l'Intérieur se rend dans cette localité du département de Ranérou. Avant son arrivée, le conseil départemental est en train d'envoyer des vivres aux sinistrés. Correspondance Ali Bandelnian. La vie reprend petit à petit à Oudalaye où les populations commencent à réceptionner les premiers secours du conseil départemental. Conformément aux directives du gouverneur de Matam, les forces de la gendarmerie et les éléments des sapeurs-pompiers ont bien réussi l'évacuation de toutes les habitations à Banco. Au niveau du poste de santé de Oudalaye, on apprend de bonnes nouvelles sur l'état de santé des blessés admis aux urgences depuis hier. Contrairement aux prévisions météorologiques, il n'a pas plu de pluie, facilitant du coup le ruissellement des eaux du Djeri en direction du fleuve Sénégal. Pour rappel, Oudalaye fait partie de la grande zone sylvopastorale où vivent essentiellement les peuls éleveurs et agriculteurs. Cette ancienne communauté rurale deviendra une commune en faveur de la dernière réforme à travers l'acte 3 de la décentralisation. Une commune rurale où vivent un peu plus de 2800 âmes. Pour l'heure, les proches et parents continuent de rallier la localité. Un point de convergence de ce mercredi où est attendue la délégation gouvernementale conduite par Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur. Matam, Ali Bandelnian, RFM. La banlieue dakaroise a subi le drame des inondations les années dernières. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé à Medina Gounass, surtout où des ouvrages ont été réalisés pour faire face à toute éventualité. Qu'à cela ne tienne, les populations souhaitent d'autres travaux. Le reportage de Salif Sow. Ici, sur la route principale de Medina Gounass, route en pavé, le calvaire des inondations appartient au passé. Les années passées, c'était la galère avec les inondations. On passait sur des sacs remplis de sable ou bien sur des grosses pierres posées sur la chaussée. Maintenant, ça va. Rencontré au niveau d'une pompe Djambar, Cheikh Nyang, lui, se désole de la lenteur notée dans l'érection des routes secondaires, pourtant promises par les autorités en charge de la restructuration de son lieu de naissance, Gounass.
Dans les étroites ruelles, la vie reprend son cours. Ce groupe de 3 maçons, par exemple, s'active autour d'un bâtiment se trouvant dans l'îlot des maisons abandonnées parce que conquises par les eaux de pluie par le passé. Les petits travaux, il y en a presque partout ici. Normal, le nez de l'hivernage s'est pointé. Ça va? Oui, vous voyez, hein, c'est le retour maintenant. Viens, les gens maintenant, ils investissent. Ils construisent même des maisons à étage ici. Trouvée assise sur du bois mort, Mariam Faye veut le curage et le saupoudrage des bassins de rétention des eaux de pluie. Ils doivent tout refaire ici parce que nos enfants jouent parfois au niveau des bassins. Médina Gounass est dans une situation de ni inondation, ni soulagement total de ses habitants. Salif Sou, Guédiawaye, Radio Futur Média. Nini, à Médina Gounass, les pluies d'hier ont surpris les paysans du Sine qui ne s'y attendaient pas en cette période, mais en ce moment, ils sont en train de semer le mil. Pour l'arachide, ils préfèrent attendre d'autres fortes précipitations. Fatih Kaminata Goudiabi. Ça va? Les champs de Ngoral sur la route de Fundun vibrent ce matin au rythme des semoirs et autres hilaires que manipulent les cultivateurs. Beaucoup ont renoué avec leur quotidien avec les premières pluies tombées à Fatick. Babacar Diouf ne s'y attendait pas mais procède déjà au premier semis de mil. Vraiment, il m'a surpris au moins. Je ne m'attendais pas quoi. Je prévalais pour le dimanche quoi. Quand il a pris, j'ai subitement pris la machine et allé au champ. Sous un soleil de plomb au milieu de son champ, Koumar Niane est tout aussi surpris. Il a été surpris lui aussi en train de semer du mil. C'est venu un peu plus tôt cette année. Bon, ça nous a surpris quand même. On n'était pas préparé et d'habitude, les pluies, ça vient au mois de juillet ou bien août. Donc cette année, c'est venu un peu plus tôt. Bon, on est en train de semer le mil. Bon, il faut aller, hein. Et je pense qu'il ne faut plus attendre, il faut semer et attendre. Parce que le sol n'est pas tellement mouillé aussi. Pour le moment, seul le mil est pris en compte. Les paysans préfèrent attendre encore pour semer l'arachide. C'est plus prudent selon Diogo Ndiaye. Lui aussi est cultivateur dans le quartier de Ndiaye dans la commune de Fatick. C'est la période. À partir du mois de juin, il faut toujours s'attendre que la première pluie peut survenir. Mais pour l'arachide, vous ne comptez pas semer pour le moment? Non. Parce que c'est pas tellement humide. Mais ça peut faire pousser le mil là. Et l'arachide, il faut pousser, mais à un certain moment, si ça prend un écart là, ça peut amener des problèmes. Okay. Mais les gens ont d'habitude d'attendre pour une forte pluie pour semer l'arachide. Là, c'est plus sûr. Ces cultivateurs se montrent dynamiques, mais craignent d'éventuelles pauses pluviométriques, comme c'était le cas l'année dernière. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Les paysans du Sine donc qui appellent la pluie de tous leurs vœux. Parlons de la grosse colère des habitants du quartier Corentas, c'est à Ziguinchor. Ils ne veulent pas du site de transit à ordures que la mairie a érigé non loin des habitations. Et puisque ce site leur cause beaucoup de désagréments, ils réclament sa délocalisation. Du côté de la commune, l'on fait savoir que des mesures sont en train d'être prises pour soulager les populations. Ziguinchor, Labinba. C'est le même refrain qu'on entend venant des populations de la commune de Ziguinchor depuis l'installation de l'hivernage. Après les riverains du marché Bokot qui avaient exprimé le ras-le-bol de voir les ordures se déverser jusque dans leur domicile, cette fois-ci c'est au tour des habitants du quartier Corentas qui s'insurgent contre l'érection d'une zone de transit à ordures dans leur quartier par la mairie. Des camions remplis d'ordures collectées dans les autres quartiers viennent y déverser leur chargement toutes les heures, une situation que les habitants ne supportent plus. Abelina Anadako. Dans notre quartier, il y a le dépôt d'ordures qui nous fatigue, qui nous dérange. Il y a le mauvais odeur. Il y a des puits à côté. Ceux qui puissent de l'eau, ils puissent de l'eau contaminée. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est dangereux pour la santé. On respire de l'air impur. Ça, vraiment, c'est pas joli. C'est pas gentil. En plein cœur de la ville, déposer un tas d'ordures comme ça. Ça ne se fait pas. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de maire ici ou quoi? Les riverains de la zone de transit à ordures de Bokot Corentas exigent de la mairie la fermeture du site. On vient de dégager cette ordure ici, le plus rapidement possible. Du côté de la mairie de Ziguinchor, l'on se dit conscient des désagréments provoqués par ce site, mais des dispositions sont en train d'être prises pour évacuer les ordures du voisinage des habitations. Assure-t-on. C'est Joseph Sambouf, directeur de la communication des relations publiques au niveau de la commune de Ziguinchor. La mairie a conscience vraiment des désagréments que cela a causé. Sur ce plan-là, la population a bien raison. Elle
la mairie se désole. Le site de transit dont vous parlez d'ailleurs est censé être prioritaire. Avec l'installation de l'hivernage, la ville de Ziguinchor est dans un état presque indescriptible compte tenu des nombreux tas d'ordures qui jonchent les quartiers. La mairie est interpellée pour des solutions urgentes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Midi 11 minutes à Ziguinchor. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Il n'y a pas de péril en la demeure. C'est ainsi que réagissent les responsables de la Sonacos face à la menace d'expropriation forcée de certains des immeubles de la dite société. C'est pour le non-paiement d'une dette de 2 milliards de francs CFA due à la Bank of Africa, d'après le journal LAS. Les autorités de la Sonacos nous apprennent que des actions sont entreprises pour que la banque rentre dans ses fonds. La décision de justice rendue le 20 juin par le tribunal de grande instance de Dakar qui a autorisé la vente de 5 immeubles de la Sonacos n'ébranle point les responsables de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. L'un d'eux, joint au téléphone, parle d'un acharnement de la BOA contre la société. À l'en croire, ce n'est pas la première fois que cette banque intente une action judiciaire contre la Sonacos. Et la Bank of Africa n'est pas la banque à qui la Sonacos doit le plus d'argent. Notre source souligne que sur une dette de 5 milliards de francs CFA, les 3 milliards, soit plus de la moitié, ont été déjà payés par la nouvelle direction de la Société des oléagineux. Non sans préciser que cette dette date de 2007, du temps de la Sonor sous Abbas Jaber. Ils ont pu verser des moratoires grâce à l'appui de l'État. Et aujourd'hui, une solution pour éponger ce prêt est trouvée. La Sonacos a conclu un accord avec une institution financière, Afrimex Bank, qui a accepté de racheter l'intégralité des dettes de la société. Après cette phase, un plan de restructuration sera mise en œuvre avec notamment la vente des immeubles de la boîte dirigée par Papa Dieng. Les responsables de la Sonacos comptent sur la diligence de l'État pour qu'il accélère la procédure. Ils précisent néanmoins que si la BOA veut coûte que coûte vendre les immeubles de la Sonacos, l'État peut user de ses prérogatives régaliennes pour bloquer cette action. Fort de ce constat, les dirigeants de la Sonacos espèrent huiler les relations avec les créanciers, mais également remettre d'aplomb l'ex-Sinéor. Le CES suspend son mot d'ordre de boycott de l'examen du baccalauréat. Toutefois, les enseignants du supérieur poursuivent leur combat. Ils vont observer une grève de 48 heures à partir de demain. Ils ont fait savoir que les discussions en commission n'ont pas démarré. Écoutons à ce sujet le secrétaire général adjoint du CES, Moustapha Sall, joint par El Hadj Ndiogoudien. On a tenu des AG la semaine dernière pour apprécier un peu l'état d'avancement des négociations. Bon, on a vu qu'il y a eu une entame de négociation au niveau de la commission ad hoc, raison pour laquelle les AG qui sont tenus ont tenu en fait à faire un geste. C'est-à-dire quoi? C'est d'abord de lever le boycott sur le bac en autorisant les camarades à aller faire la formation des présidents du jury bac en attendant, mais de décréter, j'ai dit vendredi, grève, parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, au niveau des négociations, il y a eu vraiment un début, mais quand même qui n'est pas satisfaisant. Parce que c'est des va-et-vient au niveau d'une commission où la commission n'est pas habilitée à prendre des mesures. Et là, on attend le feedback qui tarde à venir. D'ailleurs, la réunion qui a été programmée 2 fois de suite a été reportée. Donc voilà pourquoi, au niveau du CES, on va maintenir le mouvement parce qu'en fait, on n'a pas encore eu le début de matérialisation de l'accord sur la retraite. Les conseils de psychologues aux candidats aux examens du BFM et du baccalauréat, ils recommandent de ne pas utiliser certaines substances qui peuvent les dérouter à quelques jours de la tenue des épreuves. Ces psychologues qui s'exprimaient lors d'une conférence publique à Rufisque soutiennent que les cas de fraude sont souvent notés lors des examens, des notes d'un manque de confiance en soi. Isidore Alexandre Sen. La situation de stress constitue un sérieux handicap pour les candidats aux examens du baccalauréat et du BFM. Le CAOPS de Rufisque voit à travers cette conférence outiller ses élèves. Bachiraou est le directeur du Centre académique d'orientation professionnelle et scolaire de Rufisque. On a souvent vu des candidats qui sont très bons en classe et qui passent à côté de leur sujet à l'examen. Le contexte de fraude est un contexte quand même qui est là. Nous n'avons pas manqué d'attirer leur attention sur la fraude qui est en train de connaître maintenant des dimensions électroniques. On leur a donné des conseils pour en tout cas leur permettre d'avoir confiance en eux. Parce qu'en réalité, ce qui les fait recourir à la fraude, c'est une perte de confiance en eux-mêmes. Autre fait évoqué dans le grand amphithéâtre du CRFP de Rufisque, le recours à certaines substances à l'approche des examens. Les adeptes de la pratique sont exposés
à de sérieuses surprises, ajoute Bachir Aou. En réalité, il y a des élèves qui, pour soutenir des rythmes de révision effrénés, recourent à des substances dopantes pour pouvoir suivre les révisions telles qu'ils le planifient. Et on les a mis en garde contre ces pratiques parce que non seulement ça crée ce qu'on appelle une situation de dépendance vis-à-vis de la substance qu'on utilise, mais ça altère dangereusement le système nerveux parce que ça peut à la limite même occasionner des chutes terribles telles que le surmenage et même la folie. L'inspecteur d'académie de Rufisque s'est réjoui de l'initiative du CAOPS, non sans regretter la faible participation des élèves à cette conférence. Isidore Alexandre Saint-Rufisque, RFM. L'actualité politique. Démission de la tête de liste de la coalition Manko ISL dans le département de Mbaké, les proches de Modou Diagne Fada précisent que ni les instances du parti, ni celles de la coalition ne sont saisies par le démissionnaire. Par conséquent, le directeur de la communication de LDR ISL affirme qu'aucun problème ne se pose à leur niveau. Babacar Ndiaye, interrogé par Georges Dekediop. Le parti LDR ISL est un parti organisé. La coalition Manko ISL Sénégal est une coalition structurée. Nous n'avons pas reçu de saisine officielle notre frère et ami Abdourahmane Silla. Et par voie de conséquence, nous ne saurions apprécier outre mesure cette décision ou cette déclaration. Seulement l'intéressé à parler dans les médias. Vous l'avez entendu ? Personnellement, j'avoue que non. Et je reviens à mes premiers mots, c'est de dire que nous avons à la base un parti LDR-ISL fortement organisé et une coalition électorale aujourd'hui structurée qui va aller à l'assaut des suffrages partout dans le Sénégal et ailleurs. Par conséquent, nous nous en tenons à cela. Alors, s'il s'avère qu'il a démissionné, comment allez-vous faire en Mbaké ? Nous avons monté une coalition électorale et nous avons établi une liste dans le département de Mbaké composée d'hommes et de femmes politiques d'envergure fortement implantés. Et je pense que nous n'aurons pas de difficultés ni de problèmes, quel que soit le cas de figure qui se présenterait, à pouvoir aller à la conquête du suffrage de nos compatriotes du département de Mbaké avec ces personnalités-là et qui sont implantées et qui continueront le travail. C'est important. Nous ne pensons pas qu'il y a un problème au niveau de la liste à Mbaké, puisque notre frère Abdourahmane Silla, aujourd'hui, n'a pas saisi officiellement nos instances et je crois que le problème en l'état n'a pas d'objet. RFM. L'actualité internationale. Mali, la situation dans le nord semble évoluer, Sornana Tambayi. Le mécanisme opérationnel de coordination sera effectif à partir du 20 juillet à Kidal. Cette région était la seule des trois du nord à avoir refusé le dispositif. Le MOC est un symbole de la présence de l'État malien et de la sécurité pour les populations. Sodatiam. Le mécanisme opérationnel de coordination, symbole de la présence de l'État malien et de la sécurité, sera effectivement présent à partir du 20 juillet prochain à Kidal, la seule des trois régions du Nord jusqu'ici réfractaire à son installation, a annoncé hier un communiqué de la primature du Mali. Cette décision est, selon le texte, la principale issue de la journée d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation organisée le 23 juin 2017 à l'initiative du Premier ministre Abdoulaye Idriss Maïga. À Kidal, le MOC sera composé d'un bataillon de 600 soldats à raison de 200 hommes pour chacune des trois composants que sont l'armée malienne, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Et il sera installé en prélude au redéploiement de l'armée malienne reconstituée. Après 8 heures d'une intense concertation, la journée d'évaluation a abouti à un nouveau chronogramme qui prévoit que la ville de Kidal va également accueillir le 31 juillet prochain son gouverneur Sidi Mohamed Ak Ishrak. Au Mali, toujours un chef terroriste a menacé deux communautés. Il s'agit d'Abou Walid al-Sahraoui, émir de l'organisation État islamique au Sahel. Dans une correspondance, il accuse les communautés d'avoir collaboré avec la France, s'exposant ainsi à des représailles. Selon RFI, deux chefs de groupe armés sont visés, un appartenant au mouvement pour le salut de l'Azawad et le leader du Gatia, groupe d'autodéfense Touareg. Il y a quelques jours, les deux groupes menacés s'étaient lancés à la poursuite de terroristes qui avaient
avait attaqué une base de l'armée nigérienne. Allons en Côte d'Ivoire où 6 gendarmes ont été mis aux arrêts après une erreur qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Il y a environ un mois, les gendarmes ont tué 6 employés de pompes funèbres. Les victimes avaient été prises pour des braqueurs. Le drame s'est produit dans une région située à moins de 200 km au sud d'Abidjan. Les gendarmes sont accusés d'homicide volontaire. Au Bénin, la crise au sein du parti La Renaissance du Bénin persiste. Le président exclu avait saisi la justice pour se plaindre, mais surtout empêcher la tenue du congrès organisé par les frondeurs. Les 2 partis seront fixés sur leur sort ce jeudi. Maïmouna Mbakesei. Au Bénin, les 2 camps du parti de la Renaissance se livrent à une bataille judiciaire. Les Hadi Soglo, président exclu de la Renaissance du Bénin, RB, avait saisi le juge des référés en fin de semaine dernière. Il voulait empêcher la tenue du congrès organisé par les frondeurs du parti. Néanmoins, le congrès a bien eu lieu. Abraham Zizindowe est désigné nouveau président et le siège du parti a été déplacé. La justice béninoise va trancher sur le dossier ce jeudi 29 juin. Pour rappel, l'audience en référé prévue le 26 juin a été reportée pour cause le ministère public n'a pas eu le temps nécessaire pour faire ses observations, un motif que maître Alfred Bokovo prend pour un prétexte. L'avocat du camp de Soglo dénonce la prise en otage du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Selon lui, le garde des Sceaux a instruit son procureur de s'emparer du dossier et de mettre le coude dessus. Maître Philbert Béanzin, avocat des réformateurs, lui déclare que la vraie bataille judiciaire n'a même pas encore commencé. Au Gabon, Sornanata, il y a une vive tension au sein du gouvernement. 2 ministres se font la guerre et s'insultent par médias interposés. Il s'agit du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et du vice-premier ministre chargé de l'habitat. Le PDG parti au pouvoir demande la démission du vice-premier ministre Yves-Antonio Ogola à Libreville. C'est l'histoire d'un subalterne qui donne des leçons à son chef hiérarchique, écrit un journal de la place. Alain-Claude Bilebinze, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dans un communiqué critiqué vertement l'attitude du vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba, accusé d'avoir fustigé les décisions du gouvernement gabonais. Ce dernier, 2e personnalité du gouvernement, ne comprend pas du tout qu'il soit décrié par un ministre au-dessus de lui. Ben Moubamba invite son collègue à ne pas faire dans l'excès de zèle et surtout à se départir des anciennes pratiques qui ont plombé le Gabon. Réaction du ministre de la Communication, le vice-premier ministre n'est pas un homme normal et il est temps que le gouvernement tire toutes les conséquences de ces sorties insultantes à l'endroit de la politique du chef de l'État. Pendant que les 2 ministres s'insultent, on n'a noté aucune réaction du chef du gouvernement, encore moins du chef de l'État. Seulement, le Parti démocratique gabonais au pouvoir a invité le chef de l'État à ne pas reconduire Bruno Ben Moubamba dans le prochain gouvernement. Yves-Antonio Ogola à Libreville, RFM. Merci Yves, et voilà Antoine, c'est tout. Merci à vous, Sornana Tambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la série de drames avec une dizaine de morts depuis l'arrivée des pluies dans certaines localités du pays. Quelles mesures les autorités doivent prendre pour faire face au risque de catastrophe durant l'hivernage? RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Antoine. C'est officiel, Famara Diédhiou quitte la Ligue 1 française. Et c'est pour rejoindre la Championship. Il s'agit de la Ligue 2 anglaise et c'est le club de Bristol qui a réussi ce transfert record. Âgé de 24 ans, l'attaquant sénégalais en provenance d'Angers a coûté près de 4 milliards de francs CFA. Famara Diédhiou a inscrit 8 buts en Angleterre, à Angers avec Angers en 31 matchs. C'est en Ligue 1 française, Antoine. On fait le point sur le mercato des Sénégalais. Ça bouge peu pour l'instant. À 2 mois de la fin, sauf que les Sénégalais ne sont pas encore au devant de la scène. Certains ont reçu des touches sans plus, mais il n'y a pas encore de péril en la demeure, selon notre confrère du quotidien, Stade Pape Lamindour.
pour certains recruteurs, il n'est pas encore urgent de se précipiter vu les offres qui pourraient s'offrir à eux d'ici 2 mois, parce que n'oubliez pas que le mercato n'a pas encore fini, il reste encore 2 mois, donc il y aura certains profils qui les intéresseraient et qu'ils peuvent sauter sur l'occasion pour les recruter. Je pense que globalement, même en Europe, certains joueurs européens n'alimentent pas encore le marché des transferts, c'est ce qui explique ce calme relativement plat chez les Sénégalais. Les joueurs sénégalais n'animent pas trop bien le marché des transferts. L'année dernière, on se souvient, il y avait que Papi Djoulabodi qui avait signé à Sunderland, Idrissa Gana Gueye à Everton, Lamine Sané au Werder de Brême ainsi que Fallou Diagne. Mais beaucoup de joueurs sénégalais ont été prêtés, ils n'ont pas été achetés. Parce que si vous voyez, il y avait Alfred Ndiaye qui a été prêté, Oumar Niasse, etc. qui ont été prêtés. Ils n'étaient pas achetés. Je pense que le Sénégal, depuis 2 ans, n'ont pas animé très bien le marché des transferts. Il fut un temps en 2012-2013 où il y avait une ruée en Angleterre et il y avait beaucoup de signatures de la part des Sénégalais. Et s'il y a une signature qui doit être officielle cette année, je pense que ça serait celle de Diao Baldé Keita qui a déjà un pré-contrat avec la Juventus, sauf que son club, la Lazio, ne veut pas le laisser parce que, disant que la Juventus ne les a pas impliqués dans la transaction. C'est pour cela ce qui bloque un tout petit peu les négociations. Peut-être qu'Kalidou Koulibaly pourrait changer d'air également. Il suffit juste de payer les 30 millions d'euros que la direction de Napoli réclame pour que le joueur puisse changer d'air. Je pense que ces 2 signatures-là sont les plus probables du côté chez les Sénégalais. Football toujours, début ce soir des demi-finales de la Coupe des Confédérations. C'est à 19h GMT, le Portugal affronte le Chili. C'est un choc entre le champion d'Europe et le vainqueur de la Copa América. Ce sera Cristiano Ronaldo contre Alexis Sanchez et Arturo Vidal. La seconde demi-finale est prévue demain et va opposer l'Allemagne championne du monde en titre au Mexique, vainqueur de la Coupe de CONCACAF, une compétition qui regroupe les pays de l'Amérique du Sud et du Nord. La Nationalmannschaft est venue en Russie avec une sélection B. Il s'agit de l'équipe allemande la plus jeune de la compétition, Antoine. Bombardier Emerson, on parle naturellement de lutte, à nouveau reporté ce combat. C'est reporté à 3 reprises depuis son montage, le combat de lutte Bombardier Emerson qui devrait avoir lieu finalement en décembre prochain. Un accord de principe a été trouvé avec le promoteur, 1 an et demi que les lutteurs attendent. Nous allons écouter Papaya, le manager et frère de Bombardier de Mbour. Pour le moment, on peut dire que le combat est renvoyé pour le mois de décembre. On a tombé d'accord avec le promoteur pour accord de principe, puisque ça reste des choses à faire. Pour le moment, on est que dans l'accord de principe pour le mois de décembre, comme il nous a proposé la date et d'autres choses. Donc, on reste à l'écoute. On a donné l'accord de principe, mais ça reste des choses à faire. C'est ça que je peux vous dire, quoi. C'est pas facile pour un lutteur de rester 1 an et demi pour un contrat d'un combat. On a signé le contrat depuis le 8 décembre de l'année dernière. Donc, pour continuer jusqu'au mois de décembre, c'est vraiment difficile pour un leader. Psychologiquement, c'est pas facile et financièrement, c'est très très difficile. Voilà, les lutteurs qui vont donc ranger les freins en attendant donc ce combat tant attendu par les férus de la lutte entre Bombardier et Emerson. Merci, cher Tigan Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour avec Mbaye Sidi Mbaye. Cette année encore, 2 Aïd, 2 jours de prière, 2 jours de grâce. Cela doit être ainsi. L'entendement positif, intelligent, spirituel et unanime que nous devons en avoir, ces 2 jours de prière et de grâce nous ont permis de faire le deuil de personnes que nous respectons. Le calife de Pire s'en est allé. D'abord, lui, Serigne Moustapha Cissé, homme affable et moderne, ouvert aux échanges et aux compromis féconds. Et ensuite, Habib Thiam, lundi dernier, expansionnaire de l'Enfaume, l'industrie française qui fabriquait les administrateurs civils coloniaux, lui avait choisi d'intégrer la fonction publique de son pays. Pour Habib, il ne s'agissait pas d'un sacrifice, mais d'un choix qui allait de soi. La République du Sénégal, qui n'était pas amnésique, l'a choisi et consacré parmi les meilleurs. 2 fois Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ce technocrate expliquait si simplement et si clairement les choses, pourtant abstraites au départ. Aimable et avenant, Habib n'en était pas moins rigoureux et ferme. Un jour, je suis allé le voir au building pour lui parler d'un rappel
du Trésor qu'attendaient les journalistes depuis assez longtemps. Je lui ai dit qu'il y avait un corps de l'État qui bloquait cette affaire. Il m'a demandé qui, quel corps. Aussi direct, je lui ai répondu, les administrateurs civils. Il faut le dire, je suis administrateur civil, mais je suis Premier ministre. L'administration doit être juste, a-t-il conclu. Il a alors saisi le ministre des Finances, Ousmane Seck, qui a manifesté la même volonté d'équité. Cette volonté, perturbée par d'autres contingences, a été réalisée par le ministre Mamoudou Touré avec son directeur de cabinet, Moussa Touré. Et il y a quelques mois, nous nous sommes retrouvés à Rebeuss pour un deuil dans sa famille. Nous avons beaucoup échangé sur le Waalo, sa patrie. Il parlait avec enthousiasme du projet énergétique que le gouvernement y met en place, y met en œuvre, du riz de la vallée, du renouveau attendu. Et pointant un doigt mystérieux, il me dit « Tout cela, Mbaye Sidi, El Hadj Malick l'avait prédit, l'avait annoncé. » Il m'a aussi parlé d'une fameuse pierre dont se servait Sorna Fawad Fawele pour son linge au bord du fleuve. Il savait, Habib, qu'il ne vivrait pas le renouveau de son Waalo, mais il était fier d'en voir les prémices et les espoirs. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour avec Georges de Tchediop. Oudalaye pleure ses morts. 6, dont une vieille de 78 ans, précise l'observateur. Les premières pluies n'ont pas apporté le bonheur dans cette localité du département de Ranérou. Au contraire, elles ont plongé Oudalaye dans l'émoi. 6 morts à la suite de l'effondrement de bâtiments. En plus des vies humaines perdues, plusieurs dégâts matériels enregistrés. C'est le deuil, s'exclame le quotidien à sa page 3. Mon confrère parle d'une pluie de malheur. Oui, imputable à l'eau. Le quotidien le comprend bien et titre à sa une « Au malheur à Oudalaye ». D'autres journaux mettent en exergue ce malheur. Enquête, Vox Populi, La Tribune et Réumi. Oudalaye sous le choc à la première page de Enquête. Réumi titre « La malédiction de l'eau ». Plus de morts selon La Tribune. Là où Vox Populi indique que la pluie tue 6 enfants à Oudalaye. Vox Populi qui souligne que 5 des victimes sont d'une même famille et sont âgées de 4 à 9 ans. Mon confrère, comme les autres journaux du reste, apprend que le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce mercredi. Les drames liés aux intempéries, ce n'est pas qu'à Oudalaye. Selon l'observateur, 3 enfants d'une même famille sont morts noyés à Médina Kokoum dans la région de Kolda et un garçon de 12 ans est tué par la foudre à Touba. Au total, 11 morts si l'on tient compte du garçon de 10 ans qui a péri lors des premières pluies à Tambacounda. C'est l'observateur qui fait le décompte. L'Obs qui s'intéresse plus aux révélations sur un supposé crime financier. Des révélations du journal Le Quotidien dans sa livraison d'hier. Le journal faisait état de l'arrestation d'une mule du fils de l'ancien président Wade. Ce matin, l'observateur rapporte ce qu'il appelle les détails de l'arrestation d'un présumé proche de Karim. Son nom, Rilk Ndongong. Il est originaire du Cameroun et de nationalité qatari. Libération qui traite du même sujet fait savoir qu'il a 3 nationalités, camerounaise, américaine et qatari. Selon le journal, la division des investigations criminelles a récupéré le colis et intensifié l'enquête. Libération indique qu'un ordinateur saisi sur le suspect est au cœur des investigations. L'observateur, quant à lui, évoque l'énigme de la clé USB qu'il refusait de donner aux forces de sécurité. En plus de la clé USB, Rilk Ndongong avait par devers lui 5 millions de francs CFA en différentes devises et des cartes bancaires. Réaction du camp de Karim Wade. Karim lui-même, par la voix de ses conseils, l'observateur se fait l'écho de leur communiqué. Les avocats de Wade Fils annoncent une plainte pour diffamation contre le journal Le Quotidien. Affaire à suivre. En attendant, c'est la Bank of Africa qui veut ruiner Sonacos. C'est le quotidien LAS qui donne l'information. Suite à une décision du tribunal de grande instance de Dakar, la BOA est autorisée à vendre 5 immeubles de la Sonacos SA. La vente est fixée au 11 juillet prochain. La BOA poursuit la Sonacos pour une dette de 2 milliards
milliard 100 millions de francs CFA. Mais selon l'AS, la Sonacos a saisi les plus hautes autorités du pays pour empêcher la vente des immeubles en question afin d'éviter le pire. La 4e revue de l'ISPE à présent, l'instrument de soutien à la politique économique. Le Soleil informe que le FMI a salué les performances économiques du Sénégal. Le journal se fonde sur un communiqué du ministère de l'économie et des finances, lequel soutient que les perspectives économiques du Sénégal sont globalement favorables et les risques bien maîtrisés. En sport, lutte avec frappe, on l'attendait pour cette année. C'est tombé à l'eau. Le combat Eumeu-Sène-Bombardier est reporté. Selon Sunulam, ce ne sera plus le 13 août prochain. Hassan Ndiaye a retenu le mois de décembre. Dans le journal Le Quotidien, Pape Dia, frère et manager de Bombardier, confie qu'ils ont donné leur accord de principe pour le 25 décembre, jour de Noël. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la série de drames avec une dizaine de morts depuis l'arrivée des pluies dans certaines localités du pays. Quelles mesures les autorités doivent prendre pour faire face au risque de catastrophe durant l'hivernage? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Oui. Merci Abdoulaye. La commune que vous dirigez a été victime d'inondations l'année dernière, il faut le préciser. Nous avons également en ligne le commandant Ali Cissé de la direction de la protection civile. Bonjour commandant. Oui, bonjour Antoine. Abdoulaye, qu'est-ce qui doit être fait en termes de mesures préventives pour éviter d'éventuelles catastrophes durant cet hivernage? Beaucoup de choses. D'abord, rappeler que ce n'est pas seulement l'année dernière qu'il y a eu des inondations. Voilà 15 années que chaque hivernage met Kaffrine dans une situation de sinistre, pour ne pas dire de catastrophe naturelle. Et depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Des mesurettes, des actions, ce sont tous les régimes, des actions insignifiantes, spectaculaires, oui, où on engloutit beaucoup d'argent, et si vous résumez, si vous additionnez ça au bout de 15 ans ou plus, ça fait beaucoup d'argent, et ce ne sont pas des mesures aux conséquences durables. Malheureusement, il est courant que certaines actions soient confiées à des entreprises qui, quand ils viennent à Kaffrine, ne donnent pas au préfet, au gouverneur et au maire le respect qui s'y est. Nous, cette année-ci, le gouvernement, dans le cadre des crédits spéciaux et des actions d'urgence, programmé dans le cadre de la matrice des actions prioritaires. Le gouvernement a envoyé le ministre Pape Gorgindong à la suite de ce que le ministre Diène Farbassar avait entamé les années passées. Et pour faire l'état des lieux et évaluer les besoins et les mesures urgentes nécessaires à mettre en œuvre pour juguler et anticiper sur ces fléaux-là. Et ensuite, à la suite de cette visite, un CRD spécial a été organisé. Puis nous-mêmes, en tant que collectivité locale, à partir de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, nous avons adressé aux autorités supérieures une contribution de la commune de Kaffrine à l'élaboration de la matrice des actions prioritaires en matière de lutte contre les inondations. Et je puis vous dire que le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures et des mesures urgentes, des mesures à moyen et long terme qui, in fine, si c'est réalisé, permettront de juguler le phénomène des inondations. On revient à vous tout à l'heure, Abdoulaye. Oui, commandant Ali Cissé, qu'est-ce que l'État doit faire pour éviter certaines catastrophes, en tout cas pour ce qui relève de ses compétences? Merci beaucoup, Antoine. Permettez-moi de présenter d'abord mes condoléances aux familles concernant les 5 corps en NRC au niveau de Matam. Bon, je crois que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Souvent, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure,
Actuellement, le bilan est de 13 décès enregistrés. Actuellement, oui. Actuellement, c'est des catastrophes naturelles. Effondrement, nous avons 6 cas de décès. Les noyades, on a enregistré 5 cas. Et les accidents liés à la foudre, on est à 2, ce qui fait au total de 13 cas. Maintenant, ce que l'État fait, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation. Mais concernant les bâtiments menaçants ou bien les effondrements de bâtiments, mais il faut signaler que l'effondrement des bâtiments dépend d'abord de la sensibilité du milieu, de la quantité d'eau enregistrée. Par exemple, si je donne l'exemple de ce qui s'est passé à Matam, là maintenant, ça dépend des types d'habitats. Vous savez, dans les villages, par exemple, les constructions sont souvent en banco et la matière pose problème. Parce que la matière peut se fondre et la maison devient fragile et ça peut effondrer. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations ou bien les mesures à prendre, c'est d'abord de revoir la matière utilisée. Par exemple, l'argile dans les bancos, ça c'est pas vraiment efficace pour faire face aux catastrophes, surtout concernant les fortes pluies. Les constructions également des bâtiments dans les bas-fonds, c'est-à-dire au niveau des passages des eaux, là aussi, c'est pas recommandé. Mais surtout la solidité de la maison fait défaut. Sans oublier maintenant le recours à un architecte qui fait souvent défaut, même au niveau des villas, les gens construisent sans solliciter les architectes pour la solidité de leur bâtiment. Maintenant, comme précaution pendant l'hivernage, c'est d'abord de prendre en considération les conseils de la météo. Souvent, les gens ont tendance à négliger ça, alors que les météos, nous avons souvent des bulletins à travers les médias, à travers les SMS. Les gens doivent prendre ça en considération et bien exploiter ça. Comme précaution, c'est d'utiliser les matériaux de construction adaptés. Maintenant, le monde évolue. Il faut continuer avec marcher les mêmes pas, comme ça, on va assurer votre sécurité. Maintenant, assurer la sécurité de votre vie. Je reviens à vous tout à l'heure. Abdoulaye Wilane, pour terminer, si on vous demandait, que voulez-vous exactement que l'État fasse en termes d'ouvrage pour Kaffrine? Je parle précisément de votre commune parce que vous êtes le maire de cette localité. Qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, l'ancienne carrière transformée en bassin en cascade doit être réaménagée, sécurisée et ses capacités de stockage renforcées avec le rallongement de la digue de plus de 50 mètres. Ensuite, au niveau du bassin en sable créé à la suite des inondations de 2013 et au niveau à proximité de la voie ferrée, il faut excaver ce bassin, élargir celui-ci et sécuriser le périmètre pour éviter des cas de noyade comme on en a connu l'année dernière. Enfin, il y a également le marigot naturel qu'on appelle des Kaffrine. Il faut le draguer, augmenter sa capacité de rétention. Le point le plus bas de la commune, il faut prévoir un dispositif de pompage. L'ancienne carrière transformée en bassin de rétention doit être réaménagée et sécurisée avec les rebords vraiment bien clôturés ou en tout cas encerclés. L'exutoire créé pour recueillir les eaux du marché doit être excavé, élargi et sécurisé. Les caniveaux souterrains que nous avons doivent être débouchés avec l'aide de l'ONAS. Et enfin, la mairie devra s'atteler à poser les dalles après curage des canaux qu'il y a à Kaffrine. Je ne terminerai pas sans dire un point de vue d'ordre général. Il faut qu'au Sénégal, nous rompions avec cette stratégie de focalisation sur l'urgence et qu'on mette en œuvre des mesures de portée durable, des mesures d'ordre structurel. Dans le cadre du plan décennal, je n'ai pas, jusqu'ici, en tant que maire de Kaffrine, jamais pris connaissance de ce que Kaffrine soit inclus là-dedans avec des mesures claires qu'on peut dire à nos administrés. Enfin, en tant que citoyen, en tant que maire, ayant connu des catastrophes comme ce qui prévaut actuellement à Matam et dans le fleuve du Sénégal, tout au long du fleuve Sénégal, je voudrais exprimer toute ma compassion aux familles éplorées, toute ma solidarité aux différents maires et souhaiter que le gouvernement, crée des ruptures. Ça suffit de faire des secours d'urgence où on distribue. Chaque année, c'est la même situation. Même s'il y a des améliorations en banlieue, il faut le dire. Oui, mais bon, parce qu'il y a des mesures structurelles de portée durable. Il faut, et le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar et sa banlieue. Tout à fait. Si on a peur du nombre d'électeurs qu'il y a à Dakar et dans sa banlieue, il faut qu'on ait du respect pour le reste du Sénégal. Et dans ces localités-là également, il y a des gens qui ont des habitats de type précaire. Le gouvernement doit avoir un programme national changement et de transformation de l'habitat, tout comme le gouvernement doit avoir un programme spécial de modernisation des cuisines pour
pour éviter en cas de Très bien. Les incendies. Abdoulaye Wilane, je vous remercie. Vous êtes le maire de Kaffrine. Commandant, on termine avec vous. En ce moment, qu'est-ce que la protection civile est en train de prendre comme mesure à l'endroit des populations? Bon, en ce qui concerne les mesures que la direction de petite entreprise, il faut d'abord signaler que la DPC est sur le point de démarrer sa campagne de sensibilisation sur les accidents liés à la foudre, mais actuellement sur les accidents de baignade qui va bientôt démarrer. Et là, ça va nous permettre de sillonner tout le territoire pour donner les recommandations aux populations à des consignes de sécurité adoptées pendant l'hivernage. Oui. Si par exemple, ce qui concerne les noyettes, ce que nous recommandons à la population, c'est de ne pas fréquenter les plages interdites. Là, c'est une recommandation forte. Une plage interdite est une plage interdite. Parce qu'une plage interdite, si la plage est interdite, c'est que les secours auront des difficultés pour y accéder ou pour secourir les gens. Donc la plage n'est pas autorisée à baigner. Donc une plage interdite est une plage interdite. Comme recommandation également concernant la population, c'est de ne pas se baigner seul. Et si par exemple vous partez au niveau des plages, respectez les consignes ou bien les recommandations des maîtres nageurs qui sont sélectionnés, recrutés pour assurer la sécurité des baigneurs. Maintenant, si on part de l'autre côté, c'est-à-dire concernant les foudres, il faut d'abord signaler que pour une protection efficace et optimale, il faut la combinaison de ces deux éléments, c'est-à-dire les paratonnerres qui protègent les bâtiments, maintenant et les parafoudres qui protègent les équipements. Donc il faut l'association de ces deux éléments pour avoir une solution vraiment efficace. Maintenant, en dehors des secteurs dépourvus de paratonnerres, parce que comme vous le savez, l'installation des paratonnerres, c'est dépend maintenant les recensements que les autorités administratives nous envoient en collaboration avec les forces de sécurité. Nous basons sur ces établissements recensés pour l'installation des paratonnerres. Maintenant, les secteurs dépourvus de paratonnerres doivent respecter les recommandations que la DPC va bientôt entamer au niveau de ces territoires, c'est-à-dire des comportements adoptés à la maison, à l'intérieur, etc. Voilà, Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces précautions à conseiller aux populations, précautions à prendre donc. C'est fini pour Point de vue. Météo, avant de vous quitter en début de journée, aujourd'hui donc, le ciel sera parsemé de nuages sur la quasi-totalité du territoire. Cependant, en fin de soirée, des développements de cellules convectives occasionneront des pluies d'intensité variable sur les localités sud-est et est, puis vont évoluer progressivement sur le centre et probablement sur le nord du pays au courant de la matinée de demain. Le rappel des titres à présent. Le ministre de l'Intérieur au chevet des sinistrés de Oudalaye après le drame causé par les fortes pluies d'hier qui ont tué 6 personnes. En attendant l'arrivée d'Abdoulaye Daouda Diallo pour le soutien du chef de l'État, le conseil départemental de Ranérou envoie des vivres aux victimes. L'hivernage s'annonce à Dakar et dans la banlieue où les inondations ont fait beaucoup de dégâts les années passées. Les populations ont moins peur cette année. C'est du fait des ouvrages réalisés dans des quartiers comme Medina Gounass. Menace d'expropriation d'immeubles de la Sonacos par la Bank of Africa. Les responsables de la société mise en cause révèlent que des tractations sont en cours pour que la BOA recouvre ces 2 milliards. Et puis, le SAES renonce au boycott de l'examen du bac. Cependant, le syndicat autonome des enseignants du supérieur va en grève demain pour la satisfaction d'autres revendications. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf. Pape Oumar Diaw était à la régie à 13h, la grande édition en Wolof. Ce sera avec El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Galgati Hibar en rediffusion. Excellent après-midi à toutes et à tous.